monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog à Cotard puisque je vais lire A Court of Wings and Ruin, la fin de la trilogie originelle qui est devenue une série sans fin, mais à la base il y avait ces 3 livres là. Quand le livre était sorti, je l'avais attendu avec impatience et je m'étais jetée dessus. Je l'avais lu en 24 heures, honnêtement, presque en une seule fois. Et je dois vous dire que maintenant quand j'y repense, je n'en garde pas un grand souvenir. Je me souviens surtout d'une scène en particulier avec Nesta et qui a beaucoup de batailles. C'est ça que je me souviens de ce tome-là. Comme pour les 2 premiers tomes, je fais cette relecture dans le cadre de la lecture commune organisée par Nina Quill. Comme pour les 2 premiers tomes, j'ai mes surligneurs, mes stylos, mes feutres et mes post-it. Donc je suis bien équipée. Je ne sais pas si je vais avoir autant de post-it que dans le 2e tome où le nombre de couleurs que j'ai utilisé était totalement hors de contrôle. Mais c'est fort possible que oui. Je vais essayer de réutiliser les mêmes couleurs pour les mêmes personnages si je peux, s'il me reste les post-it pour faire ça, pour essayer d'avoir une espèce de continuité. Je ne vais peut-être pas m'essayer au dessin vu les catastrophes que ça a été avec les derniers tomes. Je vais me contenter d'imprimer des choses, ce sera mieux. Bien évidemment, pour vous parler de ce livre, je vais devoir spoiler le tome 1 et le tome 2. Donc, soyez-en avertis. Je mettrai par contre une bannière spoiler quand je vais indiquer des éléments spécifiques à ce tome-là, au cas où. Mais les spoils du tome 1 et du tome 2 seront pas indiqués parce que je pourrais pas faire ce vlog du tout sans parler un petit peu de ce qui s'est passé. Enfin, à la fin du 2e tome, on avait Feyre qui partait avec Tamlin en lui faisant croire que Rhysand l'avait envoûtée, qu'en fait elle ne l'aimait pas, qu'elle avait été sa prisonnière, tout ça. Tamlin, aveuglement volontaire, il la croit, il la ramène avec lui dans la cour du printemps. Donc là, on va la retrouver qui est comme une espionne là-bas. Et en parallèle de ça, il y a le roi de Hibern qui se prépare à envahir Prythian, qui a le chaudron magique, comme Taram. Chaque fois ça m'y fait penser. C'est un vieux dessin animé maintenant. Dites-moi si vous l'avez vu vous aussi, ou si je suis trop vieille. Comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, je me souviens pas énormément de ce qui se passe dans ce livre, même si plus j'y pense plus, il y a des choses qui me reviennent. Par exemple, il me semble qu'il y a encore des trucs avec Iante, encore pire que dans le tome d'avant qui vont se passer. Mais bref, on va voir. Je vais l'attaquer de suite parce qu'on est déjà le 7 avril et j'étais censée l'avoir lu au mois de mars. Donc, plus de temps à perdre. Une centaine de pages, donc je me suis dit que c'était un bon moment pour vous faire une petite update, surtout qu'on attaque une nouvelle partie, Cursebreaker. Donc ça tombe bien, c'était là que j'avais prévu de vous faire l'update, c'est là que se finit la première partie. Je me souvenais pas que le début était quand même assez sombre, en fait je pense que je vous l'avais dit déjà dans le début du 2e tome, on a vraiment des passages avec des morts, de la torture, des trucs comme ça. Il y avait 2 personnages qui sont au service du roi de Hibern qui apparaissent et j'avais complètement oublié leur existence.
complètement. Mais ce qui est surtout intéressant dans cette partie, c'est de voir toutes les manipulations de Feyre, tout ce qu'elle met en place pour détruire la cour du printemps de l'intérieur. Et ça marche quand même vraiment bien, ces plans, ces manipulations. Et il y a un petit côté satisfaisant à voir que ce qu'elle fait marche aussi bien. Tamlin n'est toujours pas montrée sous son meilleur jour du tout dans cette partie-là, au contraire. Lucien, c'est un peu plus, on va dire, dans les zones de gris pour lui. On voit qu'il approuve pas ce que Tamlin fait ou faisait, mais en même temps, il s'oppose pas directement à lui. Et il y a une citation, je pense, où Feyre elle dit « Quand je vois tout ce qui a été fait pour protéger un petit peu l'honneur ou peu importe de Tamlin, même si ça faisait du mal à d'autres personnes, tout ce que les gens ont accepté juste pour le protéger, lui, même pas d'un danger, mais juste pour pas le froisser. » Et c'est vraiment ça en fait, ce qui se passe avec Tamlin, et c'est peut-être pour ça qu'il a jamais appris à gérer sa colère, hein. Ce qu'on voit encore dans cette partie-là. Je suis contente par contre parce que ça m'a vraiment pas mis de temps du tout pour me replonger dans le livre, genre j'ai vraiment envie de continuer de lire, ce qui est un sentiment plutôt agréable à avoir. On a eu le retour de Yante aussi dans cette partie-là, bien sûr, même si maintenant que Feyre sait ce qu'elle a fait, on la voit pas du tout de la même manière que comment on la voyait dans le deuxième livre. Pour aller un petit peu dans les spoilers, même si c'est pas grand chose vu que j'en suis qu'au tout début du livre, ça m'a fait tellement mal au cœur la scène où Tamlin il fouette le sentinelle, le garde, genre ça donne un côté irrécupérable un petit peu à ce qu'il fait et les choix qu'il fait, enfin Tamlin c'est vraiment n'importe quoi là ce que tu fabriques, vraiment. Et puis dans cette partie-là, il y avait aussi un autre truc dont je me souvenais, c'est comme Yante qui essaye de forcer Lucien à avoir des comme relations physiques avec elle et qui se fait complètement détruire par Feyre et t'étais comme là, bien fait pour toi. C'était très revendicateur comme scène d'une certaine manière, mais c'était... En fait ça me fait me poser des questions, genre elle a fait que Lucien comme personnage il soit victime d'Amaranta à ce niveau-là. Et là, on a Lucien aussi, donc c'est quand même quelque chose qu'elle fait vivre ou qu'elle représente par le biais de ses personnages masculins, beaucoup plus que par ses personnages féminins qui échappent à ce genre d'agression-là, même si elles en vivent d'autres. Je sais pas ce que cette réflexion veut dire, mais c'est une réflexion que j'ai et que je trouve intéressante. Je pense que c'est ça que je voulais vous dire pour ces premières 100 pages. Je suis surtout contente de me replonger dans l'univers et de redécouvrir vraiment certaines parties du livre, de replacer certaines actions dont je me souviens vaguement dans leur contexte. Donc là je vais me replonger dedans. Il y a une personne à laquelle je suis abonnée à son Patreon qui fait un read de temps de 48 heures ce week-end avec plein de reading sprints. Donc ça m'aide vraiment bien à lire. Je vais essayer d'avancer un maximum. Idéalement j'aimerais finir le livre demain, donc dimanche, pour lundi attaquer mon readathon printanier. Mais on va voir parce qu'il fait quand même presque 700 pages le livre. Alors certes la dernière fois que je l'ai lu très vite, mais est-ce que je vais réussir à reproduire cet exploit? Je ne sais pas. I am not okay, but that's okay. All I ever asked you was to stay, and I've been searching for whatever I've been missing. I'm lonely, not alone, I know the difference. It's a long road, but I'm not scared to drive it. My engine's working fine, just ignore all of my mileage. It's a long road, we better get to stepping. It's hard to differentiate mistakes from my blessings. Run away, leave it all behind me. I still keep the knives in my back just to remind me. Run away, nobody can find me. Tell me baby, I just gotta know. Is there anybody out there who can help me breathe, help me see? Is there anybody
so far, so gone, been here all along. Say my name, but baby say it louder, cause I still cannot hear you. I still remember all the things that made you smile, even all your fears too. Even how that pine tree smell that hung down from your rear view. And trust me, this isn't as easy as it looks. I wore my heart on the sleeves of the sweater that you took. Tell me all these stories, you could write a fucking book. There's fish up in the sea, it's time to take you off the hook. Run away, leave it all behind me. I still keep the knives in my bag just to remind me. Run away, nobody can find me. Tell me baby. J'en suis arrivée à la moitié de A Court of Wings and Rain. Et je me suis dit que c'était un bon moment pour vous faire une petite update parce qu'il y a un gros événement qui va se passer et je préfère vous la faire avant, même si je me suis rendu compte que c'était difficile de trouver des choses à vous dire qui n'allaient pas trop spoiler l'histoire. Mais je vais essayer. Déjà ça je pense que c'est pas un énorme spoiler, mais Faye finit par retourner, enfin par quitter la cour du printemps. Et là on entame quand même une grosse partie du livre qui va être sur la préparation de la guerre contre Hybern. C'est vraiment le principal qui se passe dans le livre. Je suis en train de faire un petit latte au matcha avec du lait d'avoine. J'ai changé récemment, je teste avec le lait d'avoine. Donc on est vraiment dans cette phase où ils explorent qui peuvent être leurs alliés, quelles peuvent être les armes pour combattre Hybern. Notamment, Faye va aller voir le Bone Carver qui est dans la prison qu'on avait découvert dans le premier tome. Et il va lui révéler beaucoup de choses sur qui il est, qui me font poser beaucoup de questions au niveau liaison dans le Sarajimasverse, si on veut dire. Notamment, il lui parle de Striga et de Koschei, qui sont des noms inspirés de la mythologie russe, et c'est ce que j'avais constaté déjà à ma première lecture, mais je pense que je m'en étais plus rendu compte dans A Court of Silver Flame, que dans ce livre-là, elle implique vraiment beaucoup d'influence de la mythologie et des légendes et des contes russes. Elle nous parle aussi d'oiseaux de feu, de Vassa, et en ayant lu en plus L'ours et le rossignol il n'y a pas longtemps, tout ça c'est très frais dans ma tête. On en apprend aussi beaucoup sur Amren par des petites brides qui ont fini par me faire me questionner si en fait elle serait pas un ange de notre monde à nous qui se serait retrouvé dans ce monde-là. Il y a plusieurs indices comme ça qui m'ont fait me questionner là-dessus. C'est ma théorie personnelle. Je pourrais vous dire, si ça vous intéresse, les extraits spécifiques qui m'ont fait penser ça. Mais là, je suis encore dans la partie non spoilante de ce vlog. Sinon, on découvre un nouvel endroit plutôt sympa dans la cour de la nuit qui est une espèce de très très grande bibliothèque. Bien sûr, les éléments de cette bibliothèque, les spécificités font paraître Rhysand comme un mâle encore plus merveilleux. Je suis comme, ça suffit, on a compris que c'est ça qu'on voulait nous dire. Et l'autre chose qu'on voit beaucoup, c'est Hélène et Nesta, les sœurs de Faye, qui se sont retrouvées faites par le chaudron et qui le vivent pas bien du tout. Nesta est très en colère sur ça. Hélène est comme devenue apathique et les gens ont l'impression qu'elle perd la tête. Donc c'est assez intéressant de voir comment leur vie a changé après le chaudron. J'avais aussi pas mal oublié ce qui se passait entre Hélène et Lucien, les conversations qu'il y avait entre eux et tout. Pour moi c'est très flou. Et en relisant le livre, au final, je me dis « Oh, mais j'aimerais quand même bien leur donner leur chance à ce couple-là. » Je suis curieuse parce que j'aime bien comme Lucien il est avec Hélène. Nesta m'énerve toujours dans ce tome-là, même si j'essaye de garder plus de patience envers elle parce que j'ai lu la suite et son point de vue, mais elle m'énerve quand même. Il y a des personnages intrigants qui sont nommés ou en tout cas évoqués et je me demande si on va en apprendre plus sur eux ou pas. J'espère parce que ça a comme bien posé beaucoup de questions. Et puis il y a un dernier truc que je voulais vous dire. Ah oui, on apprend aussi beaucoup de noms de famille des personnages, je le trouve dans ce tome-là. Je sais pas si c'est parce qu'elle s'est fait dire à un moment on connaît le nom de famille de personnes, mais elle les garde secrets et là on en apprend plusieurs. Alors je pense que je vais essayer de me faire une liste ou quoi pour essayer de repérer qu'est-ce que ça pourrait signifier.
Et le dernier truc que je voulais vous dire pour la partie non spoilante de la vidéo, c'est que j'ai vraiment un petit crush sur Eris, qui je sais est censé être un méchant, mais on sent qu'il y a plus à son histoire à lui, et du coup il me plaît bien et j'espère vraiment que dans les prochains livres on va en apprendre encore plus à son sujet. Maintenant, si je vais plus dans ce qui est spoilant, quand le premier moment on va dire où j'ai ressenti beaucoup d'émotions en lisant ce livre, parce que j'en ai quand même un peu moins que avec le deuxième tome, c'est quand Feyre elle s'enfuit avec Lucien de la cour du printemps et qui se font poursuivre par Eris et les deux autres frères de Lucien, je pense qu'on sait même pas leur nom, et qu'il y a Adriel et Cassian qui arrivent sur ce lac de glace pour l'aider alors qu'elle était désespérée. J'étais comme oh my god, c'est trop intense et tout, j'étais vraiment trop à fond. Je vais prendre le truc pour le lait. Ça m'a vraiment fait vivre trop d'émotions ce moment-là. La scène qu'on a aussi dans la tête de Lucien quand il voit Hélène et tout, ça aussi je le trouvais émouvant. Il y a aussi une histoire qui est racontée sur une séraphime. Je sais pas si vous allez vous en souvenir si vous avez lu le livre il y a longtemps, parce que moi j'en avais aucun souvenir. Mais c'est une histoire qui vient comme tirer sur toutes tes cordes sensibles. Et c'est fait pour en même temps. Donc j'ai quand même vécu quelques émotions dans ce livre, mais moins que dans les autres. J'ai noté aussi quelque chose de rigolo, c'est qu'il y a plusieurs éléments évocateurs de Blanche-Neige. Notamment le fait qu'à un moment, Feyre elle va croquer dans une pomme empoisonnée. Le fait qu'on va parler d'une sorcière qui avait un miroir magique dans lequel elle aimait regarder, admirer sa beauté et qui chassait les jeunes filles pour voler leur beauté à elle. Genre, j'avais pas noté ça, mais c'est comme des petits éléments de Blanche-Neige qu'on retrouve. C'est intéressant. J'ai mis le lait à mousser, j'espère que ça fait pas trop de bruit. C'est sûr qu'avec le recul aussi, je comprends beaucoup plus les prophéties d'Hélène, parce qu'en fait elle est une seer et croyait qu'elle perdait la tête, mais c'est juste qu'elle voyait le futur. Donc ça c'était intéressant parce qu'on voyait tout ce qui allait venir avec Vassa, dans ce livre elle s'appelle, l'oiseau de feu. Donc ça c'était vraiment intéressant. J'ai hâte d'en savoir plus. Là il y a Lucien qui vient de partir pour aller retrouver cette 6e reine mystérieuse que j'avais notée dans le deuxième tome d'ailleurs. Qui est cette reine? J'avais oublié que c'était celle-là, mais je me souvenais qu'il y avait un truc à son propos à elle. Il y a aussi quelque chose qui est apparu et que j'avais pas noté à ma première lecture, mais que maintenant que je sais pourquoi je note, c'est qu'il y a eu 2 fois, je pense au moins, des insistances sur la couleur de peau de Lucien qui est plus sombre que celle de ses frères. Et c'est pas pour rien que c'est souligné, parce qu'il me semble qu'on va apprendre que son père ce n'est pas Béron, le roi de l'automne, si je me trompe pas. Donc c'est pour ça que là je pense qu'elle prépare le terrain comme en soulignant ces différences physiques pour que quand Feyre va s'en rendre compte, on puisse se dire ah mais oui c'est vrai qu'elle nous en avait parlé. Donc c'est intéressant que cette fois-ci je le remarque, je trouve. Et oui, pour les éléments dont je parlais concernant Amren qui serait un dieu de notre monde, la première chose c'est qu'elle dit qu'elle a donné sa grâce, mais c'est écrit d'une manière qui fait très biblique, je trouvais, comme sa grâce, sa pureté. À un moment elle disait qu'elle était, comme elle travaillait pour le dieu d'un monde qui était très jeune et qu'ils avaient détruit 2 cités jumelles. Et en y réfléchissant plus tard, ça m'a fait penser à un truc genre Sodome et Gomorrhe, et que le dieu jeune pourrait être le dieu de notre monde qui était jeune. Peut-être que je vais chercher très loin. Mais ce qui m'a été comme le clic déclencheur, c'est que là je viens de lire un chapitre où les gens, pour éviter que Amren elle rentre chez eux, ils avaient mis du sang d'agneau au-dessus de leur porte. Et ça aussi c'est quand même très biblique, ou je sais pas quel qualificatif exact, mais ouais, ce que je veux dire, c'est ce qui se passe je crois dans les plaies d'Égypte pour éviter que leur enfant meure, ils avaient mis du sang d'agneau sur les portes. Donc il y a tous ces liens là que j'ai fait qui me font dire peut-être qu'en fait c'est censé être un ange de notre monde. C'est ma grosse nouvelle théorie. L'autre théorie que j'avais, c'est que Striga, le Bone Carver et Koschei seraient peut-être des Valg, en quelque sorte, comme ceux qu'on voit dans Throne of Glass, puisqu'ils viendraient d'un monde totalement détruit et que c'est des dieux et des déesses reliés à la mort, avec des très grands pouvoirs destructeurs. Je me dis que ça pourrait être ça. À un moment aussi, on arrive à une scène steamy entre Feyre et Rhysand qui se retrouvent. Et Johan n'arrêtait pas de me parler, alors que tout ce que je voulais, c'était lire cette scène tranquille.
C'était trop frustrant. Et là, j'en suis arrivée au moment où il va y avoir le siège d'Adriata, qui est une partie que j'adore parce qu'on retrouve Tarquin. Donc j'ai vraiment hâte de la lire. Donc voilà pour la petite update que je voulais vous faire pour cette grosse partie du livre que j'ai lu. Vous pouvez voir les post-it. Je m'amuse bien avec. J'ai ajouté une couleur pour Iris parce que... Voilà. Je pense que je vais le continuer parce que je me sens bien dans le mood aujourd'hui pour lire beaucoup. Et tant mieux parce que j'ai beaucoup de livres dans ma palle. Et puis je vous retrouverai peut-être quand j'aurai fini cette grosse partie. J'ai vu qu'elle finissait quelques centaines de pages avant la fin. On a la partie 3, High Lady. Tout d'un coup c'est très foncé. Je sais pas pourquoi, mais on se retrouve un peu plus tard. Ça y est, il fait enfin un peu chaud ici, le printemps arrive. J'ai décidé de vous filmer la petite update dehors avec Nessa qui est trop contente de sortir aussi. Donc j'ai fini la deuxième grosse partie du livre et j'en suis à la partie 3 qui est High Lady, qui je pense est la dernière. J'aimais vraiment bien cette partie parce qu'il y a un événement qui se passe qui nous permet de découvrir plus en profondeur des personnages qui avaient juste été évoqués jusqu'à maintenant. Et j'aime beaucoup, on change de décor, on a tous ces nouveaux personnages qui arrivent, les échanges avec eux. Donc j'aime vraiment bien ça. On a aussi l'apparition de personnages qui appartiennent à la communauté LGBTQ. Donc ça c'est assez nouveau pour Sarajima. C'est des personnages tertiaires, j'ai envie de dire, pour le moment. Mais ils ont le mérite d'exister. Donc on sent un petit peu qu'elle fait un effort là-dessus. Et sinon le truc qui m'a beaucoup fait rire dans cette partie, c'est que Feyre, elle a toujours les orteils qui se... curl dans ses chaussures, genre qui se glisse dans ses chaussures à chaque fois que Rhysand lui parle ou quoi. Je sais pas combien de fois dans le livre il y a cette phrase là, franchement. Mais j'aime vraiment cette partie là du livre avec le meeting des High Lords, donc les personnages que je disais qu'on découvre. Il y a Elion, celui de la cour de l'hiver, Kalias je crois il s'appelle, celui de la cour de Dawn. Je sais jamais si c'est l'aube ou le crépuscule. Mais en tout cas ça a l'air trop beau là où ils sont. J'irai bien y faire un tour aussi. C'est intéressant de voir ces autres personnages là. On a eu la confirmation, comme je le pensais, que Elion, donc le High Lord de la cour du jour, était le père de Lucien. On a aussi eu la confirmation que Beron était violent envers sa femme. J'étais comme oh cool, et tout le monde le laisse faire, c'est trop bien. Donc ça me dérangeait un petit peu. Mais par contre le fait que le père de Lucien ne soit pas le High Lord de la cour de l'automne mais celui de la cour du jour et qui pourrait être son héritier, ça donne un potentiel pour de futurs livres, j'imagine, si un jour elle va en faire sur Lucien. Je suis pas contre. On a eu un autre petit hint avec les noms des personnages. Il y a Viviane qui apparaît et qui est très proche de Morrigan, mort. Ce sont deux comme sorcières slash prêtresses dans la légende arthurienne et elles sont comme très proches les deux, donc je trouvais ça intéressant comme clin d'œil. Il y a plein de noms aussi qui apparaissent qui sont des rappels de différentes formes de mythologie ou légendes. Et je sais pas si ça vous intéresserait qu'un jour je fasse une vidéo où je répertorie l'origine des noms, des personnes ou des places dans l'univers de Sarajimas et de quoi est-ce qu'elle s'est inspirée pour ça, parce qu'il y en a vraiment énormément qui sont inspirés de la mythologie grecque, de la mythologie russe, de plein d'endroits différents. Sinon le meeting avec les High Lords c'est intéressant aussi parce que c'est la première fois où on voit Tamlin qui redécouvre Feyre comme mate de Rhysand et comme High Lady de la cour de la nuit. Donc il est un peu choqué et puis il est tellement détestable dans tout ce qu'il dit dans cette partie là, j'ai envie de lui foutre des baffes, c'est pas possible. Et en même temps il essaye de se faire paraître comme le gars qui essayait de tromper Hybern et qui en fait voulait aider tout le monde et tout. Alors t'es comme, est-ce qu'elle prépare un redemption arc pour Tamlin? Qu'est-ce qui se passe avec ça? Et une partie de moi a envie de croire que son personnage peut être redeemed, qu'il peut avoir son histoire et au final, c'est ça, faire des bonnes actions ou changer ou quoi. Je serais vraiment curieuse qu'elle fasse ça, mais je sais pas si elle va le faire parce que les gens le détestent tellement maintenant. Mais moi aussi par moments je le déteste vraiment, mais j'ai envie d'y croire. Donc voilà pour, je pense qu'il va être l'avant-dernière update de ce vlog parce qu'il me reste 200 pages et là j'ai trop hâte de les lire parce que je sais qu'il va y avoir plein d'actions. Ça y est, j'ai fini A Court of Wings and Ruin. J'ai fini par enlever la jaquette comme vous le voyez en cours de lecture. Voilà ce que ça donne niveau post-it, je pense qu'il y en a un peu moins
que pour A Court of Mist and Fury. J'ai beaucoup aimé cette lecture, ce tome me plaît vraiment. Il y a pas mal d'éléments, on va dire, plus politiques et guerriers que dans les autres tomes. On est moins en espace clos que dans les deux premiers en fait. Mais j'ai aimé ça, j'ai aimé découvrir les autres personnages et voir un peu la montée en tension jusqu'à l'explosion finale. Donc ouais, une bonne lecture. Toujours un plaisir de retrouver les personnages. Faire et vraiment so much des fois. Rhysand encore plus pour nous montrer à quel point il est exceptionnel. Elle étale vraiment beaucoup. Allez, il a fait ci, il a fait ça et tout ça. Mais bon, je les aime bien quand même. J'ai failli verser ma petite larme à un ou deux moments. Je l'ai pas fait, mais j'ai senti les émotions monter. On voit aussi qu'elle prépare le terrain pour plusieurs potentielles intrigues futures. Certaines qu'elle a explorées dans le livre qui sont sortis. D'autres pas encore, mais j'espère qu'on les verra bientôt. Mais elle a vraiment du matériel pour faire beaucoup d'autres livres, je pense, juste avec les petits trucs qu'elle a lancés par-ci par-là. Comme je vous l'ai dit, mon coup de cœur inavouable, c'est Eris, parce que clairement, il fait des actions un petit peu répréhensibles, mais je pense que lui aussi, il a ses raisons et elle nous donne quand même des indices qui vont dans ce sens. J'espère vraiment qu'on va en apprendre plus sur son personnage dans un des futurs livres. Je croise les doigts. Pour la partie plus spoilante de cette conclusion, il y a un truc qui m'a fait un peu rire et en même temps frustrée et tout, c'est que tout le monde est en mode on joue un double jeu, Feyre elle va dans la cour du printemps, elle fait genre elle aime toujours Tamlin et tout, puis dès qu'il y a un autre personnage qui n'est pas parmi eux qui fait aussi un double jeu, c'est comme oh, comment quelqu'un a pensé à faire ça et à nous cacher qu'en fait il faisait autre chose. Par exemple Jurian, l'humain qui avait été prisonnier d'Amaranta pendant très très longtemps, au final il se révèle qu'il travaillait pour les aider à détruire Hybern et tout le monde est en mode hyper choqué et lui était comme bah, je pensais que quelqu'un allait juste boire dans ma tête et que j'allais pouvoir communiquer qu'en fait j'étais de votre côté, mais tout le monde a accepté de suite que j'étais un grand méchant malgré tout ce que j'ai pu faire par le passé. Je ne faisais que jouer un rôle, ce qui est exactement ce que Rhysand a fait par exemple. Donc je suis comme comment vous pouvez être autant choqué que quelqu'un fasse exactement la même chose que vous faites. Même Tamlin, bon Tamlin c'est un peu plus shady on va dire, mais à un moment il va se découvrir et s'opposer à Hybern pour sauver Feyre, il va faire certaines actions qui font que je maintiens qu'il pourrait être redeemable, qu'il pourrait être sauvé dans un livre futur. Ce livre m'a aussi confirmé que j'aimerais vraiment avoir l'histoire de Miriam et Drakon plus en détail parce qu'ils arrivent un peu pour sauver tout le monde avec l'armée humaine, ce qui je pense assez typique des scènes de bataille. À chaque fois t'as comme l'armée en surplus que tu n'attendais plus qu'elle vienne et qui vient t'aider. C'était quand même bien fait dans ce livre là. Et on découvre un peu leurs deux personnages et il y a vraiment du stuff pour écrire leur histoire, un espèce de prequel peut-être. Donc ça aussi j'espère que ça arrivera un jour. Elle prépare énormément le terrain pour Cassian et Nesta dans cette deuxième partie. Il y a plein d'actions, de scènes entre les deux où on voit qu'il y a un lien particulier, où très clairement on voit qu'ils vont devenir mates, c'est sûr, là, avec ce qui est écrit dans ce livre. Et elle nous en met à plein d'endroits différents, du côté de Cassian, du côté de Nesta, donc on sent qu'est-ce qui va venir. Je me pose aussi des questions sur Briar, qui est une jeune fille qui sauve de Hybern, une des Children of the Blessed, une humaine qui sauve quand à un moment ils vont dans le camp d'Hybern pour récupérer Hélène qui avait été kidnappée. Et je me pose des questions, est-ce qu'on va la revoir? Elle s'appelle Briar, qui est comme le nom donné à la Belle au bois dormant dans certaines versions du conte. Là elle est partie dans la cour de l'hiver avec Viviane, je me souviens plus du tout qu'il y avait ça, mais elle est partie avec elle et je me dis est-ce qu'elle va avoir un rôle à jouer plus tard ou pas. Pareil pour Vassa, la reine humaine, qui je pense a quand même un futur potentiel aussi d'histoire. Comme je vous dis, elle a vraiment semé plein de choses. Je comprends en relisant ce livre aussi pourquoi il y a plein de gens qui sont en mode Hélène et Azriel iraient bien ensemble parce que clairement ils ont une relation privilégiée les deux. Azriel fait des choses pour Hélène qu'il a jamais fait avec personne d'autre. Hélène lui fait plus confiance qu'à d'autres. Moi j'aimerais bien qu'ils soient juste amis. Je sais pas qui Azriel pourrait se trouver, mais
Je suis d'accord pour suivre les liens de Mate et que Hélène finisse avec Lucienne. Je veux bien le voir ça aussi. Je dis ça mais je suivrai Sarah J. Maas dans toutes les directions dans lesquelles elle ira, je pense, parce qu'elle arrive à nous embarquer dans ces histoires. Je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire. Je vais juste imprimer quelques images je pense et les coller. Je ne vais pas décorer comme j'ai fait pour l'autre non plus. Mais je vous mettrai un petit flip-through musical comme dans les 2 autres vlogs pour celui-là. Puis je vais lire le 4e qui est celui que j'avais le moins aimé, là, la petite novella. Je vais peut-être juste en parler brièvement dans le prochain vlog Sarah J. Maas qui sera sur A Court of Silver Flames. J'espère que celui-là vous aura plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à me dire aussi qu'est-ce que vous pensez de cette série-là. Et puis on se retrouve très bientôt dans une autre vidéo. You knit me in my mother's womb. Oh, I praise you, God. You chose me. Yes, you chose me. You saw me in the secret place. Unformed shape, you wove me together out of nothing. You made me. Ba 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 da 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 ba 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 da da da. I am yours, and I know you have goodness for me. I am yours, and you are mine. I am yours, and I know you see beauty in me. I am yours, and you are mine. You know my days that are to come. You're still at work here, pulling tangled threads.